Ah oui, oui. Il nous manquait notre photographe officiel, hein. Ça va pas du tout, ça, hein. Avec le regret de... On en avait une à côté de... Après, On avait été celui, lui, il était là. Là, c'est un petit peu nos avions. Mais tu vois, c'était bien le 1276. Ah bon, c'est notre GPS. S'il pleut, le problème c'est s'il pleut à torrent, ça va être un problème. Non, parce que ça doit être l'entrée des deux, là. Le jardin il se trouve là-bas, mon GPS me l'a dit comme étant 1276 aussi. Aussi, oui, mais c'est formidable le GPS. Rassurez-vous, il y a une personne une fois qui avait programmé le GPS et il a dit non, là, c'est pas normal. Il était de l'autre côté de l'hippodrome. Bon, regardez ici. On fait pas les doigts de... Vistiti. Qu'est-ce que tu es beau. Bon, de vous venir un petit peu plus tôt pour visiter le musée. C'est très gentil. Hein, comme la plupart sont déjà là depuis que vous avez passé la nuit ici, Oui, une grande partie. Hein, donc voilà, au moins vous aurez gardé une bonne image du Mont-de-Marsan, même si on aurait bien aimé que vous admiriez le soleil. Bon, toujours est-il que voilà, vous êtes dans ce petit musée. On est dans nos. Alors le musée en lui-même, il existe depuis 2000, longtemps. Non, 2012 ici. Mais avant, depuis 90, je sais Dans les années 80. On est dans ce bâtiment depuis 2012. C'était l'ancien Mess Souzov qui devait être complètement détruit. Celui-là devait être détruit et le second base de l'époque nous l'a proposé pour faire le musée, puisqu'à l'époque on occupait une partie du foyer du soldat qui avait à peine 600 mètres carrés. Puis là maintenant on est à presque 6000 mètres carrés avec des avions qui sont dehors. Donc on a... Et comme la nature a horreur de vide, ben, on est déjà à l'étroit, donc voilà, il va falloir qu'on pousse les murs. Et c'est un petit peu dur parce que déjà on nous a piqué le sous-sol, ils ont fait une crèche. Et la grande partie du parking, vous avez vu le gros bâtiment qui est là-bas, ben, c'est un gymnase qui n'existait pas il y a 3 ans. Donc voilà, donc le musée en lui-même, on est un musée armé de l'air. C'est-à-dire qu'on n'est pas un musée associatif comme il peut y avoir à Orange avec le musée des anciens de la 5e escadre ou le musée de l'aviation de chasse à comment ça s'appelle à Montélimar. On est le plus gros musée armé de l'air, sachant que pratiquement tous les bases aériennes ont leur petit musée, mais quelquefois c'est une simple salle de tradition. Bordeaux, à Mérignac, ils ont un musée, c'est un musée associatif, il n'est pas armé de l'air. Mais pourtant il est sur la base. Donc ils payent les impôts pour location du terrain. Enfin, nous on est armé de l'air, donc c'est ça. Avantage, inconvénient d'être armé de l'air, tout ce qui est là-dedans, ça appartient toujours à l'armée de l'air. Quand on veut récupérer un avion, ben, il est toujours armé de l'air, donc on n'est pas obligé d'avoir l'autorisation de la ministre, comme toutes les associations, enfin du ministre, pardon, maintenant, c'est un homme. En revanche, inconvénient, dès qu'on veut abattre un mur ou que ce soit, eh ben, on n'a pas le droit de le faire. C'est donc le système, le service d'infrastructure de la défense qui doit le faire. Et Ça, c'est compliqué. Il faut plein de tampons. et ils ont autre chose à faire que s'occuper du petit musée de Mont-de-Marsan. Donc là, pour revenir au musée, on est aujourd'hui entre 50 et 60 bénévoles. On est tous avec un agrément signé par le patron de base, donc soit en tant que réserviste citoyen, donc il y en a très très peu. Enfin, quand les réservistes citoyens qu'on a chez nous, c'est plus des gens qui sont issus du monde civil, parce qu'on en a très très peu. En revanche, tous les anciens militaires ne veulent pas être réservistes citoyens, ils sont honoraires de leur grade, et donc ils ont un contrat de collaborateur bénévole du service public. Non, pas 36. Oui, 36. 36, c'est une fille, vous la verriez, alors elle n'est pas là aujourd'hui parce que c'est un peu luxé l'épaule là. C'est une femme qui est exceptionnelle. Elle a. Donc née en 36, à 18 ans, elle était championne de France de parachutisme féminin. Elle a gardé la même pêche. Elle est vraiment. Vous la verriez, si physiquement on voit qu'elle n'a pas 20 ans, mais elle a un boost d'enfer. C'est une fille exceptionnelle. Après, on a. Donc il y a une veuve de la colonelle de l'armée de l'air. On a une autre veuve d'un lieutenant-colonel de l'armée de l'air. On en fait compte, on n'a que. Non, on n'a pas que 4 veuves, parce qu'on a une son mari est également bénévole du musée, donc un couple de sous-officiers, là, homme-femme. Et puis la 4e, bah, c'est la femme d'un sous-officier qui était dans l'escadron des drones de l'armée de l'air. Donc on a créé une association à côté, dont Georges est le président. Donc ADR 118, l'association pour l'aide au développement de l'espace Rosanov, parce que le musée c'est l'espace Rosanov, 118, voilà, ADR 118, et qui lui va récupérer les dons, et à ce moment-là, nous, qui est reconnu, donc l'association de la 1901, reconnu, alors c'est pas utilité publique, mais c'est l'autre là qui permet de défiscaliser, voilà, l'intérêt général, donc qui permet de défiscaliser, donc ça très bien, tout le monde est content, puis voilà. Avant le Covid,
on n'avait pas le portail là. On était obligé de passer par l'entrée base. Oui. Entrée base, c'est la catastrophe. Préavis de 48 heures, les photocopies de carte d'identité, ça freine beaucoup de gens. Pour nous, c'était également hyper casse-pied parce que c'est nous qui recevions les demandes de tout le monde. C'est nous qui devions faire les formulaires pour chaque visiteur. On devait faire l'entrée de la base. On envoyait des mails. Le problème, c'est que la procédure qui avait été imposée par le commandant de seconde de la base, on n'avait pas les retours. Ce qui fait qu'on envoyait les mails, on ne savait même pas si les mails avaient été reçus. Ce qui fait qu'on arrivait quelques fois avec nos visiteurs, on dit ah ben non, on n'a pas reçu de laisser passer pour eux, on n'a pas, ben, ils ne peuvent pas rentrer. Je sais pas il fallait presque se prostituer pour les faire rentrer. Hein. Donc c'était vraiment casse-pied. En plus, il y a Mont-de-Marsan, c'est pas une ville qui est très très touristique. Hein. Dans les Landes, les touristes, ils vont sur la côte. Hein. Donc ce qui fait que les gens, ben, ils viennent sur Mont-de-Marsan quand il fait pas beau sur la côte, ils viennent visiter des trucs. Donc ce qui fait qu'ils arrivent à l'entrée bas, est-ce qu'on peut visiter le musée? Non, c'est un préavis qui frappe à la porte, est-ce qu'on peut visiter? Ben voilà, ils viennent visiter. Et puis, voilà. Donc soit ils et c'est pas payant? Non, aujourd'hui on se refuse de faire payer. Ce qui est exceptionnel quand même. Ben, alors nous on se refuse de faire payer, pourquoi? Parce que si on commence à faire payer, on risque de perdre des avantages en étant purement étatique. C'est-à-dire que les impôts vont nous dire, oula attendez, vous faites payer l'entrée, donc maintenant, s'il n'y a pas des gens comme nous pour sauver le patrimoine de l'armée de l'air, je vais vous donner un exemple. Châteaudun 2019, vous aviez tous les Mirage 4A de l'armée de l'air qui étaient alignés. Donc il y en avait une quinzaine. Il y a été 12 alignés. Il y a plein de musées, aussi bien civils que militaires, qui voulaient des avions. C'était refusé. Les avions ont été coupés, alors, et les Transal pareil, hein, ils ont été coupés en tronçons de 2 mètres, coupés. Et donc ils ont été coupés à Châteaudun, ils sont partis en camion à Châteauroux, bonjour bilan carbone, là. Ils sont partis en camion à Châteauroux. À Châteauroux, ils ont été dans les grandes presses, on a fait des petits cubes. Ces petits cubes sont repartis vers Marne-la-Vallée, et ils sont enfouis à Marne-la-Vallée comme déchets radioactifs amiantés. Et puis les instruments de bord de certains avions, notamment les Mirage 4, il y avait beaucoup de radium. Vous savez que autrefois, les montres qu'on avait, on les voyait de nuit, on voyait les aiguilles. Là. Là, c'était radioactif, ça. Et du coup, c'est pas dangereux de... Si vous l'avalez, c'est dangereux maintenant. Non, mais au contact, il n'y a pas de souci de récupérer. Alors nous, légalement, il faut qu'on mette des barrières autour, il ne faut pas que les gens aillent voir. Mais... Parmi nous, il y a Georges Latapie et Philippe Pelletier. Ils sont là. Deux sous-officiers de réserve qui sont au cœur d'un projet national qui est le mémorial des aviateurs du musée de l'aéronautique au Bourget. Ce musée qui a été conçu et créé par des officiers et des sous-officiers de l'armée de l'air veulent créer un point de mémoire concernant les 50 000 aviateurs morts pour la France depuis la création de l'armée aérienne en 1909. Et ce sont des gens, Georges Latapie et Philippe Pelletier, ont mis au point le système de saisie des fiches informatiques pour saisir tous les disparus. Et c'est un travail qui est fait bénévolement, bien entendu, sans aucune rémunération. Ils y passent un temps considérable et il n'y a que l'associatif, le bénévolat associatif qui est capable de prendre en charge ce genre de choses. C'est curieux de voir que ces préoccupations que vous citez concernant le patrimoine, il faut le mettre en lien avec ce que nous faisons nous-mêmes en permanence. Si un jour vous avez la chance d'aller visiter un escarmonchasse, ils vont vous dire le patrimoine, nos traditions, ils sont très fiers de leurs traditions, ce qui est normal. Hein. Les traditions, si, dans les unités, oui. Mais le truc qui chapeaute au niveau de l'armée de l'air, il y a un général qui s'en occupe, mais il a autre chose à faire. Donc, on a ce monsieur Allaire qui serait, je dis bien serait au conditionnel, le premier homme qui est volé. Alors en fin de compte, il n'a pas réellement volé, il a fait un bond. Le problème, c'est quand il a fait son bond là, les seuls témoins, c'est ses proches collaborateurs et sa famille. Donc ils ne sont pas très impartiaux. Donc, toujours est-il qu'il reçoit plusieurs millions d'euros de francs or pour construire un avion qui serait capable d'aller jusqu'à Berlin et jeter 2 ou 3 petites grenades. Voilà, bon, parce qu'on a perdu l'Alsace et Lorraine en 1970, donc on veut quand même la récupérer. Et le pilote dans son avion, il avait une espèce de cajot entre les jambes, il prenait le cajot, il tendait le bras, il lâchait la bombe. Donc la bombe elle tombait où elle tombait, quoi. Hein. Voilà. Ça tombait, voilà. Les effets collatéraux à l'époque, on n'en parlait pas trop. Hein. Et là, il y a ces petites saloperies, 250 grammes. C'est jeté en grappe au-dessus des fantassins. Et celui qui est sur même le cavalier qui est sur son cheval, là, eh ben, la petite fléchette lui traverse le casque, lui traverse la tête, ça lui ressort entre les jambes, ça traverse le cheval et ça ressort derrière. Et entre-temps, ça a tout labouré à l'intérieur. Ah ouais. Voilà. On va juste changer l'avion français qui est derrière parce que
C'est vrai que pour le français lambda, Première Guerre mondiale, c'est Guynemer. Sauf que Guynemer, il n'était pas au-dessus des tranchées en 1916. Donc on va enlever cet avion et on mettra celui-là, alors plus petit, hein. On mettra celui-là et l'avion de Navarre, qui est un as landais. Voilà, Jean Navarre, qui a eu la particularité, lui, déjà tous les pilotes au début de la première, enfin beaucoup de pilotes au début de la Première Guerre mondiale, ils ont pratiquement tous le même caractère que Guynemer. Guynemer a été porté au nu, ok, il en fallait un, mais quand on regarde tous les pilotes qu'il y avait, ils ont pratiquement tous aussi casse-cou que Guynemer et compagnie. Lui, Jean Navarre, c'était un casse-cou de première, il s'est fait vider de tous les lycées de Mont-de-Marsan, des lycées de Bordeaux, il est parti chez les curés à Paris, de l'espèce de maison de correction, là. Il fait le mur sans arrêt. Enfin bref, c'est le grand désespoir de son père qui tient une grande papeterie à Tartas. Hein. Donc ils sont deux frères jumeaux. Ils intègrent. Alors lui, le petit frère va dans l'infanterie d'abord. Il rejoindra l'armée de l'air plus tard. Lui, il rentre directement dans l'armée de l'air. Et lui, il va au culot. Il dit qu'il est déjà pilote. Sauf qu'il n'est pas pilote du tout. Donc il fait. Voilà, puis on le met dans une escadrille. Puis là, il s'aperçoit qu'il n'est pas pilote. Hein. Et au lieu de le foutre à la porte, il le renvoie dans une école de formation. C'est déjà bien sympa. Donc il va faire... au début, il sera dans la SPA 12, enfin la MS-12, qui était au moins de Cigogne à un moment. Là. Il va faire des missions... Alors les missions les plus pourries à l'époque, c'était les missions de ce qu'il appelait les missions spéciales, c'est-à-dire qu'ils partaient sur un avion biplace. Derrière eux, ils prenaient un espion, un vrai espion. Ils se posaient derrière les lignes allemandes de nuit. Donc à l'époque, il n'y avait pas des résistants qui allaient mettre des lumières. Le mec qui se posait, il ne savait même pas si c'était carrossable. Hein. Il se posait, l'espion allait faire son sabotage, revenait de l'avion, puis redécollait de nuit, puis rentrait. Beaucoup se demandent pourquoi Guynemer et pourquoi pas quelqu'un d'autre. Mais bon, voilà, s'il fallait quelqu'un, c'est Guynemer qui avait choisi. Alors, au tout départ de la Première Guerre, je vous disais, l'armée n'existe pas, elle était créée en 1934. Les aviateurs portent l'uniforme de leur arme. C'est-à-dire que les cavaliers portent l'uniforme de la cavalerie, les fantassins, enfin bref. La seule chose, donc ce qu'on voit sur le dessin ici, là-bas, là, on a des uniformes pas très uniformes, on va dire. Des pantalons rouges, des pantalons noirs, des gris, des vestes bleues, des noirs, enfin bref. La seule chose qui va changer entre un aviateur, donc un cavalier, parce que Guynemer était cavalier, entre un cavalier et un cavalier aviateur, c'est sur le col de la Vareuse, il a une étoile avec une aile. Ici, un brassard sur lequel il y a deux ailes et une hélice s'il est pilote d'avion, et deux ailes et un dirigeable s'il est pilote de dirigeable. Ça arrive souvent qu'ils décollent d'un terrain, ils font leur combat, et quand ils reviennent, par radio, on leur dit posez-vous un petit peu plus loin, parce que les Allemands occupent le terrain où vous avez décollé, donc ils reculent, puis arrive un moment, il y a la Méditerranée quand même, pas trop reculer. Et l'idée du chef d'état-major de l'armée de l'air de l'époque, c'est tous les avions qui sont capables de faire le saut de puce, donc un grand saut de puce, hein. C'est avancé, tout ça va passer. La France est coupée en deux, tout le nord de la France, il n'y a plus un seul militaire. Le seul militaire qu'il y a, c'est les gendarmes, mais il n'y a plus un seul militaire ici. Sauf à Brest, où il y a encore des marins. Mais... la France libre, eh bien, il y a encore un petit peu d'armée. Sachant que l'idée d'Hitler, c'est de ne plus avoir un seul militaire français, quand même. Il veut faire ce qu'on a fait nous en Allemagne en 18. Hein. Donc, il y a tous les militaires qui étaient ici, eh bien, ils sont tous prévenus en Allemagne. Les militaires qui sont là, ils restent encore militaires. Tous ceux qui étaient d'actifs restent d'actifs. Et ceux qui ont été mobilisés rentrent dans leur foyer. Eux, ils ont de la chance, au moins, ils rentrent dans leur foyer. Petit à petit, tout risque de disparaître. Qu'est-ce qui va sauver l'armée de l'air française et les armées françaises? Eh bien, vous le savez très bien, c'est Mercel-Kébir. Mercel-Kébir qui est un désastre pour les marins, et qui a sauvé l'armée française. Alors pourquoi ça a sauvé l'armée française? Alors, comme vous le savez, vous ne savez pas d'ailleurs, Mercel-Kébir, c'est le port d'Oran, port militaire d'Oran. À l'époque, en début juin 40, à Oran, vous avez le fleuron de la marine française. C'est-à-dire que la marine française, à l'époque, c'est la 3e marine du monde. Et Churchill, lui, il n'a pas envie de voir ses bateaux qui sont flambant neufs, un jour, arriver avec la croix gammée dessus. Donc Churchill pose un ultimatum, il n'y a pas de jeu de nom, pose un ultimatum à la France en disant, soit vous nous donnez vos bateaux, et nous, en Britannique, on s'engage à vous acheter des bateaux neufs à la fin de la guerre, donc le marché était sympa quand même,
Soit vos bateaux, ben, vous les envoyez aux Antilles, comme ça on est sûr de ne pas les voir contre nous. Soit, eh bien, on détruit vos bateaux. Les Français ne répondent pas, ce qui fait que les Anglais déclarent la guerre à la France, puisque les Anglais vont aller attaquer les bateaux français dans le port de Messelkébir. Un truc qu'on ne connaît pas nous en France et qui n'a pas du tout été médiatisé, si je compte tous les marins qui ont été morts le jour J, plus les marins qui sont morts après de la suite de leurs blessures, il y a eu autant de morts à Messelkébir qu'à Pearl Harbor. Sauf que Pearl Harbor, dans le monde entier, on sait ce que c'est, Messelkébir, de se battre du côté des Anglais à cause de Messelkébir. Et pourtant, ils ne sont pas pro-allemands, hein, mais ils sont anti-anglais. Donc les Américains, ils sont tellement plus nombreux que de toute façon, ils arrivent sans problème à s'installer au Maroc. Pour votre info, les Américains, quand ils se posent sur les terrains marocains, ils sont surpris de voir des drapeaux français partout. Eux, ils sont persuadés de se battre contre les Allemands. Même en vol, ils sont persuadés que c'est des avions allemands. En Algérie, en revanche, il n'y a aucun combat. Pas parce qu'en Algérie, ils étaient plus lâches qu'au Maroc, pas du tout. En Algérie, pourquoi? Parce qu'en Algérie, le jour du débarquement, il y a un brouillard à couper au couteau. Ce qui fait que les pilotes ne voient même pas les avions sur le parking. Et quand le brouillard se lève, il y a des Américains partout. Ce qui fait que les Français, ils ont qu'à déposer les armes parce qu'ils ne peuvent même pas faire décoller leurs armes. Normandie-Yémen, qui lui était l'escadron, à l'époque un groupe de chasse un petit peu particulier. Alors pourquoi particulier? En 1942, Hitler, sans prévenir qui que ce soit, bien sûr, rentre en Prusse. Il rentre très très loin, enfin pas en Prusse, en URSS, il rentre très très loin. Staline est surpris. Staline crie au secours, donc il y a la fameux combat au niveau de Dunkerque pour essayer de faire une contre-offensive qui est un désastre au niveau britannique et canadien. Et De Gaulle, lui, qui n'est pas du tout copain avec Eisenhower, qui n'est pas du tout copain avec Churchill, eh bien De Gaulle va essayer de jouer la carte de Staline en disant si je deviens copain de Staline, à la fin de la guerre, il m'aidera peut-être à devenir chef des Français, pas chef de l'armée française, hein, chef des Français. Donc il décide d'envoyer plusieurs milliers d'hommes en URSS. Le problème pour envoyer plusieurs milliers d'hommes en URSS, on a besoin des moyens logistiques, aériens, anglais ou américains. Et les Anglais et les Américains, ils ont autre chose à faire qu'envoyer des petits Français en URSS. Ce qui fait qu'il va y avoir une petite centaine de personnes seulement qui va y aller. Donc le régiment de chasse 3 Normandie. Ils vont, alors eux, imaginez le choc qu'ils ont, les pauvres. Les pilotes du Normandie, les premiers, c'est des gens qui étaient donc en Afrique centrale et au niveau de la Syrie. Donc ils sont les purs produits des FAFL. Donc ça fait au moins 2 ans qu'ils sont dans les pays chauds, là. Ils arrivent en novembre 1942 à Moscou. Premier choc thermique. Deuxième choc, c'est un choc culturel. À la fin de la guerre, les quelques rescapés, là, ils garderont leur également d'officier. Et puis les sous-off mécaniciens, eh bien eux, ils vont revenir en Afrique du Nord, et ce sont des mécaniciens soviétiques qui vont s'occuper des avions du Normandie, pas du Normandie. Alors, les avions, le Tulan, quand il arrive en URSS, donc le premier commandant du groupe, là, on lui laisse le choix entre 3 avions. Le P-40 américain, le Spit anglais ou le Yak soviétique. Ils vont tester les 3 avions. Et ils font le bon choix. Pourquoi? Parce que Tulan, il se dit, si je prends le Spit ou le P-40, je vais être embêté avec tout le ravitaillement technique, toutes les pièces de rechange de mes avions. Parce que le P-40, il faut que ça arrive des États-Unis, le Spit, il faut que ça arrive d'Angleterre, et puis entre les deux, il y a l'Allemagne quand même. Donc ils vont choisir le Yak, qui est un très bon avion, très léger. Ce qui fait que Staline, il va être super content de voir que les Français choisissent et préfèrent son avion. Et Staline décide que toutes les unités qui ont participé à la bataille du Yémen porteront le nom de Yémen. Donc, ce qui fait que le régiment de chasse 3 de Normandie devient le régiment de chasse 3 de Normandie-Yémen. Tous les points rouges, c'est les bases, et tous les carrés, c'est des escadrons de chasse. Que chasse, hein, j'ai pas mis le transport, j'ai pas mis Mont-Marsan parce qu'il n'y a pas d'escadron de chasse. Aujourd'hui, escadron de chasse, il y en a 3 à Mont-de-Marsan, 3 à Nancy, 1 à Luxeuil, 3 à Saint-Lizier. C'est fini. Ici, on a le département où on va parler de tout ce qui est défense aérienne. Donc avec la partie droite, ce sera les contrôleurs, et gauche, ce sera la partie avion. Et puis... Alors, ça fait... Ah ben, de toute façon, l'avion en action, c'est du... C'est nouveau ça, hein, parce que quand on est venu la dernière fois, C'est pas ça.
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quelles que soient les conditions météo, qu'il fasse plus 30 ou qu'il fasse moins 10, hein, le pilote, il a toujours un t-shirt manche longue, un caleçon long et des chaussettes mi-bas, toujours. Damar. Pardon? Damar. Non, parce que Damar, c'est synthétique. Ah. Coton. Il faut du coton, au cas où si on s'éjecte, si on tourne dans la boule de feu, on est censé être protégé. Après, la tenue de vol, alors aujourd'hui, du temps de loulou, on en avait qu'une, mais aujourd'hui, il y en a deux, alors qui peut être soit kaki, soit verte. Une tenue été, une tenue hiver, disons que la différence, c'est le tissu qui est un peu plus épais. Les combinaisons qu'on a connues avec Loulou, il y avait une petite étiquette dans le dos, vous savez, les trucs du pressing là. En gros, c'était lavage à sec. Lavage à sec, je peux vous assurer que vous faites un vol en avion, votre combinaison de vol elle est trempée. Lavage à sec, moi je connais pas un pressing, moi, si vous en avez, vous me faites signe. Hein. Je connais pas un pressing où on donne le pressing à 17h, on le récupère demain matin. Hein. Donc ce qui fait que ce que faisaient les gens, machine à laver, ceux qui avaient un sèche-linge, ils mettaient sèche-linge, ce qui fait qu'au bout de 10-15 lavages, c'était plus tellement diffugé. Quoi. Lunettes de soleil intégrées, donc c'est très très bien, parce que nous on a la chance de pouvoir voir toujours le soleil, hein, même par un temps comme aujourd'hui. Deux principales raisons d'avoir ces verres qui se mettent devant. La première, c'est si jamais on se prend à une collision volatile ou autre chose et qu'on explose la verrière de l'avion, ça nous évite d'avoir plein d'éclats de plexiglas qui nous arrivent dans la figure. Ça, c'est la raison numéro 1. Raison numéro 2, ça a également beaucoup d'importance. Vous avez, quand vous volez très très haut, automatiquement, à l'extérieur, la température, elle n'est pas du tout la même température qu'à l'intérieur. Donc vous arrivez facilement à des moins 30 degrés à l'extérieur. Donc vous avez le plexi, plus 20 à l'intérieur, plus 30 à l'intérieur, le plexi, il va vite refroidir. Donc on va envoyer en permanence un courant d'air chaud qui arrive du compresseur du directeur, de l'entrée directeur, et qui va aller devant, qui va réchauffer les vitres de devant pour éviter qu'elles givent. Donc le 402 il fait donc déjà en 906, il a son avion, le 14 bis. Et il y a une personne qui va révolutionner l'aéronautique. Au bout d'une heure, notre pain, c'est un biscotte. L'air est hyper sec. Il est complètement déshydraté parce qu'il sort du compresseur du réacteur, hein, de l'avant-directeur. Oui. Monsieur le colonel. Colonel Herpa. Président de l'association. D'accord. Permettez-moi de saluer le commandant Herpen de la base aérienne 118 qui nous fait l'honneur de sa présence, le colonel Le Bourni, accueil du musée, nos amis de l'AFA ici présents et les personnalités présentes. Merci de votre présence à tous. Merci. Bien, c'est à moi d'introduire cet petit événement. D'abord, je voudrais m'associer au remerciement du président, mon colonel. Merci d'avoir distrait de votre temps précieux pour assister à cette cérémonie. Nous en sommes très sensibles et nous vous en remercions très sincèrement. Merci aussi au colonel Le Bourris qui a accepté de recevoir ce que nous allons lui remettre. Et nous le lui remettons volontiers parce que c'est la deuxième fois que nous visitons le musée et nous sommes toujours très bien accueillis. Je pense que chacun d'entre vous a pu mesurer dans le détail toutes les explications qu'a fournies le directeur du musée et je crois qu'on a pu faire des liens entre l'histoire, ce que nous savons, et la réalité des choses, qui ne sont pas toujours pareilles. Alors, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Alors, il faut vous dire que nous sommes une association d'anciens rapatriés du Maroc. Et nous faisons partie de ces nombreuses familles françaises qui ont été en Afrique du Nord pour faire leur vie. Et le Maroc a ce site particulier, c'est que c'est un pays qui a vécu le protectorat français de 1912 jusqu'à l'indépendance du pays en 1957. Et le protectorat a été installé par
le maréchal Lyoté, que tout le monde connaît, qui est, dont l'action au Maroc est toujours saluée avec beaucoup de respect par les Marocains eux-mêmes, car c'était l'homme qui avait exigé de la part de l'administration française de bien séparer ce qui était français de ce qui était la culture marocaine. Autrement dit, séparer les médinas des villes nouvelles. En cela, Fès, quand le maréchal Lyoté est arrivé, était la capitale du Maroc. Et il a installé à Fès une véritable ville de garnison où toutes les armées, toutes les unités combattantes sont venues s'installer. Parmi celles-ci, il y avait l'armée de l'air. Et tous ceux qui sont nés dans ce pays, qui ont vécu à Fès, ont côtoyé les militaires, les aviateurs, parce que la base faisait partie carrément de la ville. D'ailleurs, aujourd'hui, l'enceinte de la base, qui a été transformée depuis le départ des Français, est devenue une université qui est en plein cœur de la ville de Fès. C'est-à-dire que la base aérienne existait au cœur de la ville. Eh bien, ces deux attaches, notre attachement personnel avec cette ville du Maroc où nous sommes nés, et le fait que l'aviation, l'armée de l'air faisait partie de notre quotidien, nous a amené à introduire dans notre activité associative la transmission et le devoir de mémoire, ce que beaucoup d'associations font. Et c'est pourquoi plusieurs de nos adhérents ont décidé de transmettre leurs archives personnelles à des musées. Et nous avons fait ça récemment avec le musée saharien qui se trouve à côté de Montpellier. Et aujourd'hui, nous avons décidé de remettre un objet qui va vous être présenté par la donatrice elle-même au musée de Mont-de-Marsan. Voilà mon problème. En 2018 aussi, on a inauguré. Oui, en 2018, nous avons, toujours avec cet attachement à l'égard de l'armée et du Maroc, nous avons érigé une stèle au carré militaire du plus grand cimetière du Maroc, cimetière européen, qui est à Fès, une stèle qui a été érigée à la mémoire des 79 aviateurs morts pour la France pendant la période de pacification 1912-1935. Voilà. Tout ça se fait l'objet de films que vous pouvez voir sur YouTube. Vous tapez les bons mots-clés et vous l'avez. Je passe la parole à Annie-Paul Burel qui va vous dire pourquoi elle fait ça aussi. J'ai écrit un papier parce que je suis une piètre oratrice. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, c'est au nom de toute notre famille que je remets aujourd'hui à monsieur le colonel Le Bourris, directeur du musée de l'aéronautique de Mont-de-Marsan, la veste d'aviateur de mon grand-père, Octave Pubelier, donc qui est là, notre aîné, et dont certains dans notre famille, dont je suis, ont gardé le souvenir. Moi, je me souviens très bien de mon grand-père. Et rien ne prédisposait donc Octave, en toute fin de la Première Guerre mondiale, à devenir aviateur ni à exercer ses compétences au Maroc. Il y a laissé la trace d'un homme militaire engagé et d'un amoureux de ce pays où il fonda sa famille. C'est un honneur de lui rendre hommage par le don au musée de l'aéronautique de cette veste d'aviateur qui frise le siècle, ce qui va m'arriver peut-être aussi bientôt. Merci au musée d'en conserver et d'en transmettre la mémoire. C'est très important pour les familles. Et merci à notre association de Fassi d'avoir permis cela, parce que sinon, je ne sais pas ce qu'il aurait été possible de faire. Donc merci vraiment à tout un chacun. Alors voilà l'objet. Je conservais à la maison très précieusement. Et qui maintenant vous est remis avec tout l'amour de la famille. Voilà. Une très belle veste. Et vous avez ici un petit fascicule qui retrace sa carrière, son histoire. Et pour finir, l'histoire de mon petit-neveu qui s'est engagé dans le même régiment qui a été créé à Fès. Donc c'est absolument incroyable ce qui se passe. Il y a des solidarités intergénérationnelles épatantes. Voilà. Et ceci pour vous. Eh bien, merci. Merci, madame.
vais faire. Tu veux parler après hein? Je finirai. Bon, ben déjà, Jean-Michel, chers amis, Monsieur le Président, un grand merci au nom de tout le personnel du musée donc pour cette veste. Bien sûr, on va lui trouver une place. Il y a déjà de la place pour le mettre. Vous avez vu, au niveau entre les deux guerres, on avait du blanc, donc c'est bon, on va pouvoir l'occuper, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que notre petit musée, il prend de plus en plus d'ampleur grâce au commandement de la base aérienne, parce que si le patron de base ne suit pas, le musée, on va végéter un petit peu, donc très bien. Donc j'en profite pour remercier Jean-Michel pour toute l'aide qu'il nous apporte tous les jours au niveau du musée. On a plusieurs vocations. C'est vrai que le musée, c'est de montrer des choses que les autres ne peuvent pas trouver un petit peu partout, mais c'est surtout pour nous insuffler le message de l'armée de l'air et de l'espace. On est passé à l'armée de l'espace, à tous les petits jeunes qui vont venir pour qu'ils s'engagent dans notre armée, pour qu'ils gardent un peu toutes les notions de patriotisme, d'engagement personnel ou autre. Et puis également, tous les anciens qui viennent se rappeler le bon temps, on va dire, ou alors réapprendre ce qu'on oublie un petit peu dans les livres d'histoire, parce que j'avais fait souvent j'ai fait souvent allusion à ces livres d'histoire dans la première partie de ma petite visite au niveau du musée. Donc écoutez, un grand merci pour cette veste. Merci à vous. Longue vie à votre association. Merci. Et puis encore une fois, écoutez, chez nous on dit à la chasse, mais on répond bordel. Merci bien. Juste quelques petits mots. Déjà, merci d'être venu et merci de cette initiative qui est très importante pour nous, pour le musée. Le chef d'état-major des armées avait souligné l'importance des forces morales eu égard à ce qui se passe en Ukraine. Et si on veut avoir une société qui a des forces morales à haut niveau, eh bien, il faut derrière nous faire œuvre de pédagogie. Et puis ensuite, il faut faire œuvre aussi du devoir de mémoire qui est indispensable pour une société, non seulement pour ne pas oublier, mais surtout pour savoir d'où elle vient, pour ensuite pouvoir décider où elle veut aller. Ça, c'est fondamental. Et ces devoirs de mémoire, elles reposent avant tout sur le patrimoine et ceux qui l'entretiennent, que ce soit les associations comme le Souvenir Français ou plein d'autres associations, ou que ce soit les musées, dont le musée des bases aériennes, dont le plus bel exemplaire est ici à Mont-de-Marsan. Non seulement c'est la plus belle base de l'armée de l'air et de l'espace, mais en plus on a le plus beau musée également qui lui est associé. Donc on fait beaucoup de plus ici à Mont-de-Marsan. Et donc on est absolument ravis de recevoir ces pièces dans une entre-guerre où finalement il y avait assez peu de choses, donc ça viendra compléter la collection. Et c'est d'autant plus important qu'ici au musée viennent des civils, donc des citoyens qui viennent aussi connaître un petit peu mieux notre armée de l'air, un petit peu mieux notre défense, parce qu'on fait aussi œuvre de pédagogie, c'est extrêmement important. Pour faire un bon citoyen, il faut qu'il ait l'ensemble des connaissances ensuite pour décider et voter. Et donc on a aussi ce devoir-là, et le musée sert aussi à ça. Et puis ensuite, surtout, c'est le lien armée-jeunesse, et donc on a des classes qui viennent à la fois sur la base et également au musée, et qui viennent connaître un petit peu mieux l'histoire, à travers l'histoire de l'aviation de chasse, l'histoire de la France, et donc mieux connaître, et donc ils verront à travers ce blouson l'évolution de tout cela. Et puis une dernière chose sur l'emplacement géographique, vous parlez de Fès et de la base aérienne qui était particulièrement au centre de la ville. Bien Mont-de-Marsan, c'est un peu la même chose. Donc finalement on est un petit peu en miroir de Fès, même si la comparaison s'arrêtera là. Mais néanmoins, si cette veste a servi au cœur de la ville de Fès, maintenant elle va servir au cœur de la ville de Mont-de-Marsan. Voilà. Merci mon collègue. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Mais pour les hommes, Tu as bu? Tu as eu ton verre? Tu as mangé? Politique, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que les Russes et les Américains, c'est grand succès. Politique, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que les Russes et les Américains, qui cette fois-ci sont côte à côte, font un chantage nucléaire à la France. Il y a ce discours qui fait, vous pouvez le trouver sur Internet, vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, et puis vous allez
Non, mais justement, t'as eu un cadeau. Je t'ai montré le cadeau. Il y avait un cadeau. Il y avait pas montré le cadeau. Mais non, parce qu'il y a quelqu'un qui... Moi, c'est pas comme ça. C'est tout ce qu'il y a à toi et à moi. Mais ce qu'il y a à moi n'est pas à toi. Exactement. Bien, c'est très bien. Michel. Enlève les rides, hein. C'est pas grave. Derrière toi. Oui, je sais bien. C'est une association qui une combinaison de chasse depuis 1925. C'était cette année. Encore à Rosas? Oui. Non, mais pas dans le même hôtel. Ah oui, c'est dans l'autre hôtel. Parce que si c'est ça. C'est la vie, Léo. C'est la vie. Oui, dès qu'elle a fini de Oui, prends-la. Enlève la carafe d'eau, là. Oui, si, moi je bois de l'eau. Vas-y, je bois de l'eau. Oui, comme ça. J'étais étudiant. Et tous les week-ends, quand je rentrais, il ne faut pas qu'il y ait un dimanche inclus dedans. Annonce.